Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite, le sommaire de votre journal. Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin adresse une lettre relative à la révision du Code de la famille au chef du gouvernement. La lettre royale concrétise la décision royale annoncée par le souverain dans le discours du trône de l'année dernière. Elle traduit également la haute sollicitude que le souverain ne cesse d'accorder à la promotion des questions de la femme et de la famille en général. Les précisions dès le début de ce journal. Séisme d'Al-Haouz, pas de répit pour les actions d'aide et d'assistance de la Fondation Mohammed V pour la solidarité. Denrées alimentaires et couverture, caravane médicale, soutien psychologique, facilitation de la réinsertion à l'école pour les élèves des zones sinistrées. Les équipes de la Fondation travaillent sans relâche. Et les initiatives citoyennes fleurissent partout dans les zones sinistrées. Coup de projecteur ce soir sur l'action de l'association Morocco Future Energy Leaders pour fournir de l'électricité aux habitants de manière permanente. Plus de 600 kits photovoltaïques seront distribués dans les zones touchées. Une solution éco-friendly qui va bénéficier à plus de 13 000 personnes. Bonsoir, je vous disais en titre, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a adressé une lettre au chef du gouvernement relative à la révision du Code de la famille. Cette lettre royale vient concrétiser la décision royale annoncée par le souverain dans le discours du trône de l'année dernière. Elle vient également traduire la haute sollicitude que le souverain ne cesse d'accorder à la promotion des questions de la femme et de la famille en général. Les développements tout de suite en compagnie de Nisrine El-Hamdaoui. Cette lettre royale vient concrétiser la décision royale annoncée par Sa Majesté le Roi dans le discours du trône de l'année 2022 et traduire la haute sollicitude que le souverain ne cesse d'accorder à la promotion des questions de la femme et de la famille en général. Parallèlement à la mission dont Sa Majesté le Roi a chargé Monsieur le chef du gouvernement à travers cette lettre, le souverain a confié le pilotage de la préparation de cette importante réforme de manière collective et collégiale au ministère de la Justice, au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et à la présidence du ministère public, et ce, au vu de la centralité des dimensions juridiques et judiciaires de cette question. Sa Majesté le Roi a appelé les institutions précitées à associer étroitement à cette réforme les autres instances concernées directement par cette question. À leur tête, le Conseil supérieur des Oulémas, le Conseil national des droits de l'homme, l'autorité gouvernementale chargée de la solidarité, de l'insertion sociale et de la famille, tout en s'ouvrant également sur les instances et acteurs de la société civile, les chercheurs et les spécialistes. Les hautes instructions royales stipulent de soumettre les propositions d'amendements qui vont émaner de ces larges consultations participatives à la haute appréciation de Sa Majesté le Roi Amir al-Mu'minin, le garant des droits et libertés des citoyens, dans un délai maximum de 6 mois, et ce, avant l'élaboration par le gouvernement du projet de loi à ce sujet et sa soumission au Parlement pour adoption. Et pour en parler plus longuement avec nous sur le plateau, Maître Khadija Al-Amrani, avocate en droit des affaires et droit de la famille et fondatrice de l'association Ouladi. Maître Khadija Al-Amrani, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, quelle lecture faites-vous de la lettre adressée par Sa Majesté le roi Mohammed VI au chef du gouvernement Aziz Akhnouch concernant la révision du Code de la famille? Vous l'avez très bien dit, donc ça fait preuve de sa haute sollicitude, de la haute sollicitude de Sa Majesté par rapport à cette question de la femme. Et nous sommes très honorés. Enfin, je suis personnellement très touchée par ce communiqué parce qu'effectivement, cette fois-ci, nous avons un délai. Il y a un délai qui a été mis en place pour la mise en œuvre de ce projet et pour que ce chantier aboutisse une fois pour toutes et que cette réforme voit le jour. Maître Khadija Al-Amrani, Sa Majesté le Roi, nous l'avons dit et nous le redisons, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a toujours insisté et mis en avant même l'importance de la promotion des droits des femmes, des enfants et de la famille de manière générale. Cela s'est bel et bien illustré lors de son discours de la fête du trône de l'année dernière. Quels sont, cette fois-ci, braquant les projecteurs sur les insuffisances et les failles qui remontent à la surface quand on parle ou alors quand on évoque le Code de la famille de manière générale? Plusieurs failles.
Il faut d'abord savoir que déjà je vais parler d'abord de la réforme de 2004, a été une très grande révolution parce que Sa Majesté a énormément a initié cette réforme et nous a permis à nous les femmes de divorcer par le biais du shiqaq. C'est une immense avancée en la matière, chose qu'on ne pouvait pas parce que avant cette réforme, nous étions répudiés. Donc avant même cette nouvelle réforme qui est annoncée, je tiens quand même à remercier cette écoute de Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, de la société civile, des attentes de la société civile féminine et de l'enfant marocain, et puis même du papa, parce que c'est une réforme qui concerne toute la famille, et ce qui est dans l'intérêt de l'un est dans l'intérêt de l'autre. Donc on parle de toute une famille. Aujourd'hui, effectivement, au moment où la Mudawana a vu le jour, on ne connaissait pas les failles, il n'y avait pas beaucoup de divorces à ce moment-là. Donc il était tout à fait normal que la Mudawana de 2004 n'ait pas analysé et n'ait pas mis en place un système législatif qui va vraiment cadrer avec l'intérêt de l'enfant. Aujourd'hui, vu que selon les statistiques du ministère de la Justice, nous avons au-delà de 100 000 divorces par an. Donc forcément, on parle de 500 000 personnes par an si on met dans un ménage 3 enfants et un couple. Donc en moyenne, c'est-à-dire que le Code de la famille concerne 500 000 personnes par an. Donc aujourd'hui, nous connaissons les failles. Chose qu'on ne connaissait pas en 2004. Et aujourd'hui, cette écoute qui est juste extraordinaire, l'écoute de ce que subit aujourd'hui la société civile dans l'application, les failles de ce code qui maintenant date quand même d'il y a 19 ans. On peut dire que depuis 2004, plusieurs avancées ont été enregistrées, cela est salutaire, mais il reste beaucoup à faire. Oui. Si l'on veut nommer, citer des exemples concrets peut-être par rapport à ces failles, bien Madame entendu. Khadija Amrani. La première faille, c'est la situation, les incidences législatives et judiciaires du divorce sur l'enfant. Donc je vais parler de la garde des enfants. Il faut savoir que la mère perd la garde lorsqu'elle se remarie. C'est automatique? C'est automatique. C'est automatique dès lors que l'enfant a plus que 7 ans. Donc tout cela ne peut plus durer. Il n'y a pas un système de garde partagé qui est possible. Même le papa, lorsqu'il divorce, il se retrouve à voir son enfant que le dimanche. Nous avons énormément de réclamations de papa dans ce sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est grand temps de revoir ces systèmes et de moderniser ces systèmes de telle sorte à permettre à l'enfant, le nouvel enfant marocain qui n'est pas forcément issu d'une famille avec des parents qui sont ensemble, qui est issu maintenant de plus en plus de familles monoparentales, lui donner toute sa dignité et tous ses droits et lui donner surtout la possibilité d'être avec ses 2 parents. Ensemble et donc d'acquérir tout cet équilibre nécessaire. Donc nous avons cela, parce qu'au moment où il y a eu donc, la réforme, le législateur avait donné la garde à la maman et la tutelle au papa. Et on s'est rendu compte que il y a eu une très grosse faille dans ce sens. C'est-à-dire que les 2 systèmes sont liés l'un et l'autre. Donc on ne peut pas avoir la garde, nous les mamans, et ne pas pouvoir voyager avec nous. Rencontrer des difficultés sur le plan administratif. Donc aujourd'hui, il est grand temps de revoir ces difficultés administratives et de sortir de ce système patriarcal et d'être dans un système qui est tout à fait logique et honorable et être dans une sorte d'égalité face aux droits parentaux. Ça, c'est très important entre le papa et la maman. Il y a également, bien sûr, donc j'ai parlé du droit de visite, il y a bien entendu, et c'est une question importante, c'est la question des successions qui peut être revue parce qu'il y a moyen de faire c'est-à-dire de rester, d'ailleurs, Sa Majesté a été très claire là-dessus, c'est-à-dire que on ne peut pas, ce qui est permis par le texte est permis et donc on ne sortira pas du texte. Et il est possible de mettre en place un système qui va faire qu'en matière de succession, on peut parvenir à plus de parité. Et ça c'est faisable, c'est possible en étant conforme, en restant conforme au texte parce que nous sommes très attachés, bien entendu, au texte coranique. Il y a énormément de questions qui sont aujourd'hui à revoir. La question de la pension alimentaire
Et il y a des questions qui sont également fondamentales, à savoir la situation de la filiation des enfants, de l'enfant qui est issu d'une relation extra-conjugale. Toutes ces questions doivent être impérativement revues parce que vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui sont concernées par cette réforme. Voilà, j'ai envie d'être un petit peu le porte-parole. Vous êtes au cœur de ces affaires de par déjà votre métier d'avocate, mais aussi votre travail associatif. De par mon militantisme, exactement, parce que je suis très sensible à ces questions. Et aujourd'hui, il est grand temps, effectivement, que nous avançons vers ce schéma de progression, parce que voilà, c'est le moment. Donc maintenant, il y a une volonté justement royale, des hautes directives, voilà. même royales, avec un délai. On va justement revenir à la question du délai. Il y a une lettre donc royale adressée au chef du gouvernement pour accélérer justement la concrétisation de cette réforme et pour la mener à bien justement cette réforme. Ce processus de révision du Code de la famille, Maître Khadija El Amrani, le souverain a confié le pilotage et la préparation de cette importante réforme de manière collective et collégiale à différents acteurs concernés. Je vais en citer quelques-uns, notamment donc le ministère de la Justice, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, la présidence du ministère public. Tout à l'heure, vous avez fait référence au texte coranique auquel nous sommes attachés au Maroc. Il y a donc le Conseil supérieur des ulama, le Conseil national des droits de l'homme et la société civile. C'est dire donc la centralité des dimensions juridiques, culturelles, judiciaires de la question, n'est-ce pas? Parvenir vraiment au meilleur texte possible, c'est ça. Je pense que Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, a à cœur, porte ce combat à cœur pour son peuple, et que effectivement il souhaiterait, bien entendu, il souhaite que toutes ces instances puissent travailler. Et nous, il y a moyen de travailler ensemble. Les acteurs de la société civile peuvent travailler avec les instances gouvernementales pour parvenir à un résultat et surtout au meilleur résultat. Meilleur résultat et dans les plus brefs délais. On va revenir justement à la question du délai. Autre point fort de ce communiqué royal, Maître Khadija El Amrani, Sa Majesté a donné aux acteurs concernés un délai maximum, je précise, de 6 mois pour l'élaboration de ce projet de loi et pour sa soumission au Parlement par la suite pour qu'il soit adopté. C'est dire cette fois-ci l'urgence de la concrétisation de cette réforme. Oui, cette réforme est très urgente. Et comme je vous ai dit, voilà, aujourd'hui, moi, je suis très touchée par ce délai. Parce que c'est vrai nous avions été déjà nous étions très heureux et heureuses à l'annoncer de la réforme l'année dernière lors du discours du trône. Et là, nous voyons cette réforme se concrétiser parce que effectivement, là, il y a un délai. Donc, cela veut dire que c'est pour dans pas longtemps, enfin, ça sera adopté incessamment. Donc nous sommes, voilà, c'est grandiose pour notre pays. Tous les acteurs concernés vont travailler de concert justement pour y parvenir. Maître Khadija El Amrani, je rappelle que vous êtes avocate en droit des affaires et droit de la famille et fondatrice de l'association Ouledi. Merci beaucoup pour cet éclairage, madame. Et à présent, le point sur les principales annonces de Banque Al Maghrib suite à la 3e réunion trimestrielle de son conseil au titre de l'année 2023. Le taux directeur de la BAM est maintenu inchangé à 3%. L'inflation devrait reculer de 6,6% en 2022 à 6 en moyenne en cette année 2023 avant de s'établir à 2,6 l'année prochaine. La croissance de l'économie nationale devrait connaître une amélioration graduelle passant à 2,9% en cette année 2023. Les précisions tout de suite en compagnie du Wali, Banque Al Maghrib, Abdeltaf Jouari. Écoutons-le. Le mouvement de repli de l'inflation est manifeste. Sur le plan intérieur, bien sûr, en plus des conséquences du séisme, on a relevé que depuis le pic qui a été enregistré en février à 10,1% au niveau de l'inflation, est revenu à fin août à 5%. Ensuite, l'inflation sous-jacente a suivi exactement le même mouvement de recul. Par ailleurs, les enquêtes d'anticipation d'inflation que nous menons auprès des différents cercles d'experts a révélé
que ces anticipations maintenant sont dans la direction de réduction. Au vu de toutes ces données et des mesures récentes qui ont été prises par les banques centrales, notamment américaines et européennes, le Conseil a décidé de laisser inchangé le taux directeur de la Banque centrale à 3%. Après le séisme d'Al Haouz et sur haute directive de Sa Majesté le roi Mohammed VI, l'heure est à la reconstruction des logements endommagés et aussi à l'évaluation des lourds dégâts matériels dont le secteur agricole a sévèrement pâti dans les zones sinistrées. Le ministre de tutelle Mohamed Saddeqi s'est rendu sur place. Il s'est entretenu avec les agriculteurs, les producteurs et les éleveurs locaux. L'objectif est de mettre en avant ou de mettre en place carrément une batterie de mesures urgentes visant à venir en aide aux personnes qui ont perdu leurs ressources de revenus. L'objectif est également de renforcer le cheptel qui constitue d'ailleurs l'activité essentielle des populations locales. Et toujours dans le cadre de la forte mobilisation nationale au profit des victimes d'Al Haouz, la Fondation Mohammed V pour la solidarité a organisé une nouvelle campagne médicale et psychologique à Marrakech au profit de 500 collégiennes qui sont issues des zones sinistrées. Elles ont été prises en charge au niveau de différents internats de la ville de Marrakech, un suivi dont l'objectif est de garantir la meilleure scolarisation à ces élèves. Hassan Mskour, Soumia Belayachi et Zakaria Moukembillah. دابا حنا الحمد لله المرحله ديال الزلزال تجاوزناها الحمد لله فقدنا. Des paroles réconfortantes pour faire oublier un temps soit peu à ces jeunes élèves le choc traumatique qui a suivi le séisme d'Al Haouz. Écoute, disponibilité, suivi, des psychologues de la Fondation Mohammed V pour la solidarité sont à la rescousse. Ils recueillent les préoccupations des élèves et tentent d'y apporter des réponses. Nous sommes intervenus d'abord au niveau des douars, auprès des élèves du cycle primaire. Un suivi a été assuré par nos psychologues et psychiatres pour préparer ces élèves à revenir au banc de l'école. Dans une deuxième étape, nous avons commencé à travailler avec les élèves du collège et du lycée. Le travail avec cette catégorie est particulier, car ces jeunes ont été transférés de leur lieu de résidence aux internats de Marrakech. Des activités ludiques sont proposées pour permettre de reprendre une vie normale tout en douceur. En plus de l'assistance psychologique, des consultations médicales sont programmées dans différentes spécialités, ophtalmologie et médecine dentaire. J'ai eu une consultation en ophtalmologie. Le médecin m'a prescrit une solution pour les yeux et m'a dit qu'il me faudrait porter des lunettes. Aujourd'hui, nous poursuivons notre scolarité dans des conditions normales. La consultation auprès des psychologues nous a beaucoup réconfortés. Ils nous encouragent par le dialogue et la sensibilisation à entrevoir l'avenir. Progressivement, ces élèves issus de la province d'Al Haouz s'adaptent à leur nouvel environnement scolaire. Aujourd'hui scolarisés à Marrakech et sont pris en charge et suivis, ce qui contribue à alléger leurs souffrances et les séquelles post-séisme. Et les initiatives solidaires au profit des populations et de zones sinistrées proviennent également de la société civile. Et ce soir, nous nous intéresserons aux actions de l'association Morocco Future Energy Leaders qui annonce la distribution de près de 650 kits photovoltaïques dans les régions touchées, de quoi assurer un éclairage permanent à l'électricité. Pour mener à bien cette initiative, le travail de terrain a déjà été engagé au niveau d'Al Haouz, de Chichaoua et de Taroudant en coordination avec les autorités locales compétentes. Les bénéficiaires peuvent atteindre 13 000 personnes. Et pour en parler avec nous sur le plateau, la cofondatrice plutôt de l'association Morocco Future Energy Leaders, Ahlam Nouhi, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Bienvenue Madame Ahlam. Alors concrètement, sous quelle forme se décline d'abord l'initiative ? Donc, suite au séisme qui a frappé le Maroc, autant qu'association qui œuvre dans le secteur de l'énergie, Morocco Energy Leaders, comme son nom l'indique, et qui fait fédérer un nombre de jeunes
dans le secteur, on se devait d'agir pour répondre à un besoin spécifique. Donc on a vraiment agi naturellement, contacté des donateurs, des ONG. D'ailleurs, je remercie SICAM Maroc pour le don des kits, les partenaires, Électriciens sans frontières pour leur mobilisation. Qui ont vraiment mobilisé ce don pour le Maroc, qui était initialement destiné pour partir en Ukraine. Il était en zone offshore. Il fallait qu'on s'organise pour récupérer ce don, le faire entrer, défier tous les aspects logistiques pour pouvoir déployer notre action dans les meilleurs délais en faveur de la population sinistrée qui commençait d'ores et déjà à s'organiser ou à commencer à restaurer leurs moyens de subsistance ou leur vie, revenir à leur vie. C'est un travail qui a été fait dès les premières heures, suivant le séisme. Ça a pris combien de temps pour, personnellement, je n'étais pas là pendant le séisme, j'étais à l'étranger. Donc dès que je suis rentrée dimanche. Dimanche soir, j'ai tout de suite... 48 heures plus tôt, exactement. Le travail a déjà été entamé. Exactement. Lundi matin, on avait le don, on avait l'ensemble des kits. Donc il fallait qu'on se déploie pour faire entrer les kits, faire les procédures douanières. Donc on a mobilisé les autorités locales sur place pour débloquer la situation, mobiliser les transporteurs qui ont participé à cette action. Donc je les remercie aussi. La simplification des procédures. Non seulement pour la simplification des procédures, mais aussi pour assurer le transport, parce qu'il fallait acheminer, exactement, pour l'aspect purement logistique, parce que ces kits-là, il fallait transporter depuis, déjà les faire sortir du port de Tanger et les transporter jusqu'aux îles sinistrées, donc jusqu'à Taroudante. Donc on a Somalev Cranes and Logistics et Menara Holding qui nous ont porté main forte par rapport à ça. Donc une fois on a transporté nos kits solaires, on a fait de Marrakech notre QG pour répartir, on va dire, les kits par zone de distribution, constituer des équipes. Là, comme je viens de l'annoncer, le travail a été fait à Tsaroudane, Chichawa et la région de l'Haouz. Donc, cela va s'élargir sur les autres provinces touchées ? On espère bien. Donc aujourd'hui, on avait ciblé ces 3 régions-là. Donc vraiment un grand travail de logistique, une mobilisation des volontaires qui n'ont pas ménagé leurs efforts. Certains sont même venus depuis l'étranger pour prêter main forte. Donc on a pu mobiliser pour couvrir ces 3 régions 15 personnes pendant une semaine pour assurer la distribution de ces kits solaires. Ces kits, ils consistent en quoi? Ce sont des panneaux photovoltaïques qui vont avec des stations de recharge qui assurent une autonomie de presque 5 heures et qui peuvent alimenter jusqu'à 3 bivouacs. Et puisque vous avez évoqué il y a quelques instants la question du ciblage, justement, est-ce que vous procédez par priorité, une manière pour vous de rationaliser les interventions sur place? Absolument, absolument. Ça faisait partie aussi de nos priorités, c'est de gérer la distribution de ces kits aux personnes les plus vulnérables, tout en étant alignés avec les orientations ou les démarches déjà entreprises par les autorités locales dans la gestion de cette catastrophe. Donc on a bien entendu pris attache avec les autorités sur place, avec messieurs les gouverneurs, messieurs l'OLI, monsieur le gouverneur en charge de la cellule de crise, pour identifier les zones prioritaires et axer nos interventions là-dessus. Typiquement, lorsqu'on était déjà sur le terrain, c'était la période de la rentrée scolaire et on s'est aussi occupé d'installer ces kits-là dans les tentes qui étaient destinées à recevoir les élèves. Il y a l'initiative citoyenne, il y a le travail concret, l'action, mais il y a aussi en parallèle de tout ça un travail de sensibilisation quant à l'utilisation justement de ces panneaux, c'est cela? Absolument. En fait, notre démarche était une démarche participative, dans la mesure où on arrivait dans un douar, on avait tous les gens du douar qui étaient intéressés au kit, qui voulaient comprendre comment ça marchait. Et pour nous, on n'a pas manqué de les impliquer, de leur expliquer comment faire marcher ces kits-là, comment les entretenir. Ils ont même participé avec nous à les installer. Donc on a pu vraiment sensibiliser les locaux à l'entretien de ces kits solaires, comment nettoyer les panneaux, de bien penser à les orienter pour que la batterie puisse être convenablement chargée en fin de journée, parce que l'idée est d'exposer le panneau solaire pour que la batterie puisse être chargée le jour et que la nuit, pendant 5 heures, on puisse éclairer les bivouacs. Et Ahlam Louhi, au-delà de l'aspect relatif à cet élan formidable de solidarité remarquable, il y a aussi un autre message qui se dégage de vos
vos actions sur le terrain, c'est en fait l'importance de l'énergie solaire comme solution durable. Absolument. Donc à partir du moment qu'on a un potentiel solaire gratuit, pour nous, il est primordial de l'utiliser, de pouvoir l'exploiter. Une énergie gratuite et facile d'accès. On a pu le prouver par ces kits plug and play. Aujourd'hui, ils sont faciles à installer, faciles à désinstaller. Les gens vont pouvoir les transporter avec eux une fois que ces bivouacs seront démontés. Donc c'est vraiment, ça s'inscrit parfaitement dans la stratégie énergétique du Royaume et permet d'initier les gens à l'utilisation de l'énergie solaire. Est-ce qu'un renforcement du nombre des kits, là on est à 650, est prévu peut-être ? Effectivement, notre initiative ne s'arrête pas là. On essaye effectivement de déployer une deuxième phase de cette initiative en venant pour répondre à des besoins primordiaux, enfin le besoin primordial qui est d'accès à l'électricité dans la mesure où le réseau il a été vraiment très impacté. On reconnaît tous les efforts qui sont faits par le gestionnaire de réseau pour essayer de les rétablir, mais il reste encore des zones qui sont enclavées dans le besoin. Donc toutes les solutions qui peuvent générer de l'énergie et qui sont autonomes font partie aujourd'hui de nos priorités et on ne manquera pas de les déployer. Bienvenue. Merci beaucoup pour cet éclairage et d'avoir répondu à l'invitation. Ahlam Nouhi, cofondatrice de l'association Morocco Future Energy Leaders. Le Forum marocain des jeunes journalistes, en étroite collaboration avec l'UNESCO, ont organisé aujourd'hui à Rabat une conférence destinée à lutter contre la désinformation et contre les fake news, soit contre les informations erronées qui prolifèrent dans un monde de plus en plus connecté. Comment y faire face alors? Quels sont les outils mis à la disposition des médias pour contrecarrer justement ces tendances qui peuvent être nuisibles et induire en erreur l'opinion publique? Eh bien, élément de réponse avec Nawal Gourari et Dominique Orlanto. Trop d'informations, c'est bien connu, tue l'information et en particulier son essentiel. À l'ère du tout numérique et de l'info en ligne et en continu, le risque est grand. Il peut conduire à se retrouver confronté à une série d'actualités non recoupées et à peine vérifiées, et donc plus proche du faux que du vrai. Ce fut le cas pendant les événements récents que nous avons traversés pendant le séisme du 8 septembre, mais également pendant la crise du Covid, où plusieurs problématiques ont émergé suite à la propagation des fake news. Voilà la raison d'être de cette conférence qui entre dans le cadre d'un partenariat avec l'UNESCO. L'objectif est de mettre en avant la dangerosité de ces pratiques. Cela va nous permettre de formuler des recommandations qui pourront, dans un avenir proche, se décliner en politique publique. Il s'agit donc de mettre en place un vrai plan d'action afin de lutter contre les fake news à la lumière encore toute récente du développement technologique remarquable que connaît le monde et du boom de la presse électronique et des médias sociaux. Ici, bien sûr, il y a la loi 3113 mise en vigueur en 2019. C'est l'un des pays dans la région Maghreb avec ces lois. Mais bien sûr, quand on parle de l'accès à l'information, c'est une question plus vaste que l'adoption d'une loi. C'est aussi la question de la divulgation proactive des informations. Il y a aussi la question de l'éducation aux médias à l'information. Comment on peut utiliser cette information? Comment on peut diffuser cette information? À la toute fin de cette conférence, il a été directement lancé un programme de formation intensive destiné aux tout jeunes journalistes du Maroc qui le souhaitent. Programme prévu pour durer 48 heures et qui leur permettra d'acquérir et les compétences et les outils nécessaires à l'élaboration d'une information tout en exactitude. Après 3 ans de travaux de réhabilitation de la grande mythique porte Bab el-Had, eh bien, elle a été rouverte aux passants et située au cœur battant de Rabat, ville lumière et capitale culturelle du Maroc. Ce site chargé d'histoire tire son nom du marché hebdomadaire qui autrefois, au XIIe siècle, se tenait à ses abords. Sa restauration ravit, c'est cela, les habitants de Rabat et ses visiteurs. Zakaria Mokhabil. Difficile pour les visiteurs de Rabat, en particulier ceux de passage dans l'ancienne Médina, de manquer un détour par la place Bab el-Had. Aujourd'hui, le site accueille de nouveaux passants et visiteurs dans un cadre agréable.
Après 3 ans de travaux, ces portes réhabilitées et sa grande terrasse retrouvent tout leur éclat et leur cachet architectural authentique. Bab el-Had est un monument historique et une valeur sûre pour Rabat. Sa restauration a donné de bons résultats. La réouverture de la place Bab el-Had contribuera à promouvoir le tourisme et à encourager les visiteurs à venir dans l'ancienne Médina. Grâce aux panneaux signalétiques, des informations sont données sur la place et la porte de Bab el-Had. Une invitation à connaître la riche histoire de cette porte qui tire son nom du marché hebdomadaire qui se tenait dans ses environs au XIIe siècle. Bab el-Had est splendide. La réhabilitation a été bien faite. J'espère que d'autres villes profiteront de programmes similaires. La réhabilitation a su préserver le cachet historique du site qui allie entre tradition et modernité. Très attaché à son histoire et résolument tourné vers l'avenir, Rabat Ville Lumière ne cesse d'étonner et de séduire. Un jalon des nombreux sites historiques de la capitale, classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Une vague de chaleur est prévue à partir d'après-demain jeudi et jusqu'à dimanche dans plusieurs provinces du royaume, avec des températures pouvant aller jusqu'à 43 degrés. Cela concerne notamment l'Arayesh, Ouazzane, Taounat, Sidi Slimane, Sidi Qassem, Qnetraf, Qem Salah, Bni Mlas, Tachishawa, Hamna, Qlat Sragna, Marrakech, Youssoufia, Taroudant, selon la direction de la météorologie nationale. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.